Chapitre 1. La montre qui s'est arrêtée à minuit, c'était l'une de ces soirées paisibles au domaine de Château-Vallière, où tout semblait arrangé en parfaite harmonie, trop parfaite peut-être pour que le destin puisse l'ignorer. Le domaine se dressait à quelque distance du village de Saint-Clair-sur-Loire, entouré de châtaigniers centenaires dont les branches projetaient de longues ombres sur l'allée de gravier. À l'intérieur, en revanche, chaleur et rire emplissaient la grande salle à manger. Les verres en cristal tintaient doucement. La lueur des bougies scintillait sur l'argenterie polie. Monsieur Étienne Vallière, le maître de maison, présidait la table avec la fierté tranquille d'un homme qui avait passé 40 ans à bâtir une fortune et une réputation. Il avait 72 ans, était mince et avait des traits fins. Sa barbe argentée lui donnait un air distingué. Son costume sombre était impeccable. À son poignet gauche brillait un objet curieux, une montre ancienne en or attachée à une fine chaîne. La montre était bien connue des personnes présentes. Ce n'est pas simplement une montre, avait un jour déclaré Vallière avec une gravité théâtrale. C'est cette histoire. Ce soir, l'histoire s'était répétée une fois de plus. Mon grand-père l'a reçue en 1871, expliqua Vallière en brandissant la montre pour que tous puissent la voir. D'un officier prussien dont il avait sauvé la vie pendant la guerre. L'officier avait insisté pour que mon grand-père l'accepte en témoignage d'honneur. Les invités écoutaient avec un intérêt poli, bien que la plupart aient déjà entendu cette erronée histoire à maintes reprises. Parmi eux se trouvaient des gens de tous horizons. À la droite de Vallière se trouvait sa nièce, Madeleine Durand, une femme posée de 35 ans, aux yeux gris intelligents et à l'allure à la fois affectueuse et réservée. À côté d'elle se prélassait Lucien Moreau, un jeune homme charmant dont le sourire facile dissimulait souvent une impatience face à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une responsabilité. En face d'eux était assis docteur Armand Lefebvre, le médecin de longue date de Vallière, mince, pensif et ajustant constamment ses lunettes. À côté de lui se trouvait Madame Colette Girard, une veuve dont l'élégante tenue noire ne manquait jamais d'attirer l'attention. Et finalement, il y eut Henri Dubois, la fidèle secrétaire de Vallière, qui avait servi fidèlement le vieux monsieur pendant près d'une décennie. Au total, 6 personnes étaient assises autour de la table en chaîne polie. 6 personnes qui se souviendraient plus tard de cette soirée avec une clarté troublante. Pour le moment, cependant, rien ne troublait le calme. Dehors, le vent bruissait doucement dans les châtaigniers. À l'intérieur, les serveurs se déplaçaient silencieusement entre les plats. Et au poignet de Vallière, la montre ancienne tic-taquait avec une précision silencieuse. Cocher, cocher, cocher. Plus tard dans la soirée, les invités se sont réunis dans la bibliothèque. C'était la pièce préférée de Vallière dans le château. Les murs étaient tapissés d'imposantes bibliothèques remplies de volumes reliés en cuir. Une grande cheminée en marbre diffusait une douce lueur, illuminant le tapis persan qui recouvrait la majeure partie du sol. Une carafe de cognac reposait sur une petite table à côté du fauteuil de Vallière. « Ah !» soupira le vieil homme avec contentement en s'installant dans le fauteuil. Il n'y a rien de mieux que la bonne compagnie et une conversation sincère. Lucien rit légèrement. À condition que la conversation ne porte pas sur les investissements, oncle Étienne. Au contraire, répondit Vallière sèchement, les investissements sont l'épine dorsale de la civilisation. Madame Girard esquissa un sourire. Vous dites cela tous les soirs, monsieur? Et cela reste vrai chaque soir. Les invités ont ri poliment. Seule Madeleine semblait distraite. Elle se tenait près des hautes fenêtres, contemplant le jardin éclairé par la lune. « Vous semblez troublée, ma chère » remarqua Vallière. Madeleine se retourna brusquement. « Je ne suis pas inquiet, oncle. Je suis simplement fatigué. » Vallière l'observa un instant, mais n'insista pas. Au lieu de cela,
Il jeta un coup d'œil à sa montre au poignet. Il est presque minuit. Le docteur Lefebvre se leva de sa chaise. « Tu devrais vraiment prendre ta retraite plus tôt, Étienne. Ton cœur ? » ?»« Mon cœur est parfaitement capable de supporter quelques minutes de conversation supplémentaire. Mais, docteur, interrompit Vallière d'un ton sec, si je suivais tous vos conseils, la vie deviendrait insupportablement ennuyeuse. » Lucien laissa échapper un petit rire. « Tout à fait. » Le vieil homme se versa un dernier verre de cognac. La pièce devint plus silencieuse. L'horloge sur la cheminée se mit à sonner. 11h55. 5 minutes avant minuit. Le vent extérieur s'est intensifié. Des branches raclaient légèrement la vitre. Personne ne remarqua qu'Henri Dubois s'était discrètement éclipsé de la bibliothèque. Personne ne remarqua non plus le bref échange de regards entre Lucien et Madame Girard. Mais Madeleine remarqua autre chose, la montre de son oncle. L'espace d'un instant, tandis que Vallière portait le verre à ses lèvres, la montre sembla capter la lueur du feu d'une manière étrange. Les aiguilles pointaient presque exactement vers midi. Cocher, cocher, cocher. L'horloge de la cheminée a sonné minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le dernier carillon s'estompa dans le silence. Et dans ce silence, Vallière laissa soudain échapper un soupir. Son verre lui glissa des mains. Il s'est brisé sur le sol en marbre. « Mon Dieu !» Madeleine crie. Vallière se pencha en avant sur sa chaise. Son visage avait pris une teinte grise inquiétante. Le docteur Lefebvre se précipita vers lui. « Étienne !» Mais il était déjà trop tard. Le vieil homme s'est effondré, mort. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Le crépitement du feu de cheminée semblait insupportablement fort. Madeleine s'agenouilla près de la chaise, tremblante. « Oncle !» Le docteur Lefebvre souleva doucement le poignet de Vallière, son expression changea. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucien, mal à l'aise. Le médecin fixa la montre ancienne. Ça s'est arrêté. Tout le monde a regardé. La montre en or s'était effectivement arrêtée. Ses aiguilles délicates pointaient précisément vers 12 heures. Minuit. Madeleine murmura « Cela ne peut pas être une coïncidence. » Le docteur Lefebvre n'a pas répondu. Il ferma lentement les yeux de Vallière. « J'ai peur, » dit-il doucement. « Monsieur Vallière est mort. » Madame Girard eut un hoquet de surprise. Lucien murmura un serment. Les domestiques furent convoqués. La confusion se répandit dans le château, mais un détail allait plus tard intriguer tous ceux qui entendraient l'histoire. La montre s'était arrêtée à minuit pile. Et bien que le docteur Lefebvre ait rapidement déclaré que Vallière était décédé d'une crise cardiaque soudaine, il y avait quelque chose de bizarre dans cette scène. Le verre brisé, l'expression sur le visage du mort, et surtout, la montre. Une montre qui avait fidèlement fonctionné pendant plus de 60 ans. Mais maintenant, cela s'était arrêté. Au moment précis de la mort de Vallière. Minuit. 2 jours plus tard, dans un appartement parisien tranquille, un homme petit et impeccablement vêtu savourait un petit déjeuner parfaitement symétrique. Les œufs étaient disposés avec une précision mathématique. Le toast était aligné. Même le pot de confiture était orienté dans le bon sens. Le capitaine Hastings, qui était passé à l'improviste, observait la scène avec amusement. « Vous êtes vraiment l'homme le plus ordonné que je connaisse, Poirot. » Hercule Poirot sourit modestement. « L'ordre, mon ami, est le fondement de toute logique. » Avant que Hastings puisse répondre, la sonnette retentit. Une lettre arriva bientôt. Poirot l'ouvrit avec précaution. Il la lut une fois, et puis ses sourcils se sont levés. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings. Poirot plia soigneusement la lettre. « Il semblerait, mon ami, qu'un monsieur de la vallée de la Loire soit décédé des suites
comment dire, curieuse circonstance. Oh? Poirot tapota la lettre d'un air pensif. Il est question d'une montre. Une montre? Oui. Les yeux verts de Poirot étincelaient. Une montre qui s'est arrêtée précisément à minuit. Il fit une pause. Et certains pensent que cet arrêt n'est pas dû au hasard. Poirot se leva lentement de sa chaise. « Mon cher Hastings, dit-il doucement, je crois que nos petites cellules grises vont bientôt avoir droit à un exercice des plus intéressants. » Il ramassa son chapeau. « Et lorsqu'une montre s'arrête à minuit, ajouta-t-il doucement, c'est très souvent parce que quelqu'un souhaite que le temps lui-même mente. » L'enquête sur la montre arrêtée avait commencé. Chapitre 2. Le château des ombres silencieuses. 2 jours plus tard, l'allée de gravier du château Vallière résonna à nouveau du crissement des roues d'une calèche, mais cette fois-ci, l'arrivée était empreinte d'un sentiment de curiosité plutôt que d'hospitalité. Hercule Poirot descendit de la voiture de location avec la précision délibérée qui semblait caractériser chacun de ses mouvements. Ses chaussures cirées effleurèrent le gravier, et il s'arrêta un instant pour ajuster ses gants impeccables. Le capitaine Hastings apparut derrière lui, s'étirant les jambes après le long voyage depuis Paris. « Un endroit plutôt imposant, » remarqua Hastings en levant les yeux vers la haute façade de pierre du château. Le bâtiment se dressait silencieux sous un ciel pâle d'après-midi. Ses hautes fenêtres reflétaient les nuages gris qui dérivaient lentement au-dessus de leurs têtes, et les vieux châtaigniers qui entouraient le domaine bruissaient légèrement dans le vent. Poirot inclina la tête, étudiant la structure. Oui, imposant assurément, mais aussi, comment dire, solennel. Vous voulez dire à cause du décès? La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Les morts, mon ami, laissent souvent une trace dans l'air, comme le léger parfum de quelque chose qui a déjà disparu. Avant qu'Hastings puisse répondre, la grande porte d'entrée s'ouvrit. Une femme s'avança pour les saluer. Madeleine Durand. Elle portait une robe bleu foncé, appropriée au deuil, mais son expression était sereine plutôt que bouleversée. Ses yeux gris observaient Poirot attentivement, comme pour le jauger. « Monsieur Poirot ?» Poirot s'inclina poliment. « Mademoiselle Durand, je présume. » « C'est un honneur. » Son regard se porta brièvement sur Hastings. « Et vous devez être le capitaine Hastings. »« À votre service, » dit chaleureusement Hastings. Madeleine leur fit signe d'entrer. « Je tiens à vous remercier tous les deux d'être venus si rapidement. » Ils entrèrent dans le hall d'entrée. L'intérieur du château était frais et sombre, les épais murs de pierre conservant la fraîcheur du début du printemps. Un long tapis s'étendait vers un escalier majestueux et des portraits des ancêtres Vallière, au regard solennel, ornaient les murs. Poirot s'arrêta près d'un des portraits. « C'est ici. J'imagine que votre famille vit ici depuis de nombreuses années. »« Près de 2 siècles, » répondit Madeleine. « Mon oncle en était très fier. » Sa voix s'adoucit légèrement à l'évocation de son nom. Ils s'installèrent dans le salon. Un feu brûlait doucement dans l'âtre, mais la pièce conservait une légère atmosphère de tension, comme une scène attendant son prochain acte. Poirot s'installa dans un fauteuil avec une élégance raffinée. Hastings remarqua que Madeleine joignait les mains. « Vous avez écrit dans votre lettre, » commença doucement Poirot, « que les circonstances de la mort de M. Vallière vous troublaient. » « Oui. » « Pourtant, le médecin a déclaré que c'était naturel. Le docteur Lefebvre l'a fait, a-t-elle admis. Mais il y a quelque chose qui cloche cette nuit-là. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Alors peut-être auriez-vous l'amabilité de me dire exactement ce qui s'est passé ?» Madeleine acquiesça. « C'était après le dîner. Nous étions tous à la bibliothèque. Mon oncle, le docteur Lefebvre, Lucien Moreau, Madame Girard, Henri Dubois et moi-même. 6 personnes, dit Poirot à voix basse. Oui. Hastings remarqua la façon dont les doigts de Poirot tapotaient légèrement contre l'accoudoir.
Votre oncle semblait en bonne santé ce soir-là, demanda Poirot. Parfaitement bien. Pas de maladie? Pas de plainte? Absolument pas. Et pourtant, murmura Poirot, il est mort en quelques secondes. Madeleine frissonna légèrement. Oui. Elle a décrit le moment. L'horloge sonne minuit, le souffle coupé, le verre brisé. Poirot écouta sans interrompre. Il ne parla qu'une seule fois. La montre. Les yeux de Madeleine ont vacillé. Oui. Ça s'est arrêté? À minuit pile. Hastings se remua sur sa chaise. Les montres mécaniques peuvent s'arrêter pour toutes sortes de raisons, a-t-il déclaré. Un ressort cassé, par exemple. Madeleine secoua lentement la tête. Mon oncle remontait cette montre tous les soirs avant le dîner. Il y tenait énormément. Les yeux de Poirot s'illuminèrent légèrement. Ah. Il se leva. Si cela ne vous dérange pas, mademoiselle, j'aimerais beaucoup voir la bibliothèque. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans la pièce où Vallière était décédé. La cheminée avait été nettoyée. Le verre brisé a été enlevé. Pourtant, quelque chose persistait dans l'air. Une légère impression d'interruption. Poirot traversa lentement le tapis persan. Il s'arrêta près du fauteuil où Vallière s'était effondrée. C'est là qu'il était assis? Oui. Poirot se pencha légèrement, examinant le sol. Hastings l'observait attentivement. Vous ne cherchez pas vraiment des empreintes de pas, n'est-ce pas? Poirot esquissa un léger sourire. Mon cher Hastings, les empreintes de pas sont rarement intéressantes. Alors, que cherchez-vous? L'ordre. Ou son absence. Le regard de Poirot parcourut la pièce. La carafe, la pendule de cheminée, les hautes fenêtres, puis son regard se posa sur la petite table à côté de la chaise. Où est la montre maintenant? Madeleine ouvrit une petite boîte en velours qu'elle portait sur elle. À l'intérieur se trouvait la montre ancienne en or. Poirot le souleva avec précaution. Il le tint près de la lumière. Il n'a pas été réparé? Non? Excellent. Il fit lentement tourner la montre entre ses doigts. Hastings remarqua la délicate gravure au dos. Une œuvre magnifique, a déclaré Hastings. Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ouvrit la montre. Les minuscules engrenages scintillaient faiblement. Curieux, murmura Poirot. Qu'est-ce que c'est? Demanda Madeleine. Poirot referma la montre. Pour le moment, mademoiselle, rien. Il remit délicatement la montre dans la boîte. Puis il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. Dis-moi, dit-il doucement. Oui. Est-ce que quelqu'un a quitté la bibliothèque avant que votre oncle ne s'effondre? Madeleine hésita. Une seule personne. Ah. H. Henri Dubois, dit-elle lentement. Le secrétaire de mon oncle. Poirot hocha la tête, pensif. Et quand est-il parti? Quelques minutes avant minuit. Hastings fronça les sourcils. Cela semble plutôt suspect. La moustache de Poirot tressaillit à nouveau. Peut-être. Il s'approcha de la fenêtre et contempla le jardin qui s'assombrissait. Le vent agitait les branches des châtaigniers. Après un moment, il parla doucement. « Mon cher Hastings, la mort de M. Vallière a peut-être bien été soudaine. » Il se retourna vers de Fananinu. Mais l'arrêt de cette montre, ses yeux brillaient faiblement. Cela, je le soupçonne, n'était pas du tout soudain. Madeleine le fixa du regard. « Alors vous pensez... » Poirot leva doucement la main. « Pas encore, mademoiselle. » Il sourit poliment. « Pour le moment, nous allons simplement poser quelques questions. » Dehors, le vent murmurait dans les arbres. À l'intérieur du château, l'enquête avait véritablement commencé. Chapitre 3. La secrétaire qui a quitté la pièce. Le lendemain matin, le ciel était gris et le silence régnait sur le château Vallière. Une fine brume enveloppait les châtaigniers du jardin
et le domaine semblait plongé dans une étrange quiétude qui persistait depuis la mort de son maître. Hercule Poirot, en revanche, semblait parfaitement indifférent à l'atmosphère. Lorsque le capitaine Hastings entra dans la salle du petit déjeuner peu après 8 heures, il trouva le petit Belge déjà installé, son café disposé en parfaite symétrie à côté d'un journal soigneusement plié. « Bonjour, Hastings », dit Poirot d'un ton aimable. « Bonjour », répondit Hastings en s'asseyant. « Avez-vous bien dormi ?»« Admirablement. »« Je ne peux pas en dire autant, » a admis Hastings. « Il y a quelque chose d'inquiétant dans cet endroit. » Poirot remua son café avec une précision méticuleuse. « C'est parce que, mon ami, l'esprit humain n'aime pas les questions sans réponse, et nous en avons plusieurs ici. » « Comme la montre, » a déclaré Hastings. « Oui, la montre. » Poirot leva la tasse d'un air pensif. « Et aussi la petite affaire de M. Henri Dubois. »« La secrétaire qui a quitté la pièce ?»« Précisément. » À ce moment-là, on frappa à la porte. Un homme de grande taille entra discrètement. Henri Dubois. Il paraissait avoir une quarantaine d'années, avec des cheveux noirs soigneusement coiffés et une allure sérieuse et disciplinée. Son costume était sobre, mais impeccablement repassé, et il se tenait avec l'efficacité calme d'un homme habitué à l'organisation. « Monsieur Poirot, » dit-il poliment. Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Monsieur Dubois, merci d'avoir accepté de me parler. »« C'est bien le moins que je puisse faire, » répondit Dubois. Monsieur Vallière était un excellent employeur. Poirot désigna une chaise du doigt. « S'il te plaît. » Dubois s'assit, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Hastings remarqua que son expression restait impassible, même si ses yeux portaient une trace de fatigue. Poirot commença doucement. « Vous avez travaillé pour Monsieur Vallière pendant de nombreuses années ? » « 9. Et pendant cette période, vous avez géré sa correspondance, ses finances, ses rendez-vous ? » ?»« Oui. » « Un poste de grande confiance. » Dubois inclina légèrement la tête. « Monsieur Vallière valued efficiency. » Poirot esquissa un léger sourire. « Moi aussi. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Poirot reprit la parole. « Le soir du décès de Monsieur Vallière, vous étiez présent dans la bibliothèque avec les autres invités. » ?»« Oui. » »« Et pourtant, vous êtes parti peu avant minuit. » Dubois acquiesça. « Je l'ai fait. » »« Pour quelle raison ? » ?»« Je me suis souvenu d'un document important dans mon bureau que Monsieur Vallière devait signer le lendemain matin. » Hastings fronça légèrement les sourcils. « À minuit ?» Dubois le regarda calmement. « Les affaires de mon employeur étaient vastes, capitaine. Le temps était rarement disponible. » Poirot se pencha en arrière, pensif. « Et combien de temps êtes-vous resté absent de la bibliothèque ? Peut-être 2 minutes ? Pas plus ? Non ? Et pendant ces 2 minutes, dit Poirot à voix basse, Monsieur Vallière s'est effondré. » Le visage de Dubois s'assombrit. « Oui. Où étiez-vous quand c'est arrivé ? » ?»« Dans le couloir, devant mon bureau. »« Avez-vous entendu quelque chose ? » ?»« Non. » Poirot l'examina attentivement. « Na ? Vous n'avez pas entendu le verre se briser ? » Dubois hésita. « Peut-être faiblement. Mais le château est grand. Les sons se propagent étrangement. » Hastings a légèrement bougé. La voix de Poirot resta calme. « Quand vous êtes retourné à la bibliothèque, qu'avez-vous vu ? » Le docteur Lefebvre examinait Monsieur Vallière. Mademoiselle Durand paraissait angoissée. Les autres semblaient rendre choqués. « Et toi ? » ?»« Moi aussi, j'étais choqué. » Poirot hocha lentement la tête. « Bien sûr. » Il se leva de sa chaise et se dirigea lentement vers la fenêtre. Dehors, la brume commençait à se dissiper dans le jardin. Poirot reprit la parole sans se retourner. « Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question assez personnelle ? » ?»« Certainement. » « Monsieur Vallière avait-il l'intention de modifier son testament ? » Dubois cligna des yeux une fois. « Je ne sais pas. »
Même pas comme sa secrétaire? Monsieur Vallière s'occupait de ses affaires en privé. Poirot se retourna. Mais vous deviez bien vous en douter. Dubois hésita. Des rumeurs existaient? Ah. Qu'il avait l'intention de redistribuer certaines parties de son patrimoine. À qui? Dubois haussa légèrement les épaules. Cela n'a jamais été clairement indiqué. Hastings remarqua que le regard de Poirot s'était légèrement aiguisé. Mais de tels changements affecteraient beaucoup de gens, dit Poirot d'un ton neutre. Oui. Par exemple, Monsieur Lucien Moreau? Dubois s'autorisa un léger sourire. Lucien a toujours supposé qu'il hériterait d'une grosse somme. Et Madame Girard? Dubois hésita de nouveau. She and Monsieur Vallière were close. Je vois. Poirot croisa les mains derrière son dos. Et Mademoiselle Durand? Dubois s'exprima avec précaution. C'était sa plus proche parente. Un silence suivit. Finalement, Poirot dit doucement « Une dernière question, monsieur? Oui? Lorsque vous avez quitté la bibliothèque ce soir-là? Oui? Avez-vous remarqué la montre de monsieur Vallière? » Dubois semblait perplexe. « La montre? Oui. Le vieux modèle qu'il portait toujours? » Précisément. Dubois secoua la tête. « Non. Je n'y ai pas prêté attention. » Poirot l'observa encore un instant, puis il sourit poliment. « Merci, monsieur Dubois. Vous m'avez été d'une grande aide. » Dubois se leva. « J'espère que la mort de monsieur Vallière sera naturelle. » Poirot inclina la tête. « Moi aussi. » La secrétaire a quitté la pièce. Hastings se pencha immédiatement en avant. « Bien. » Poirot resta silencieux un instant. Puis il dit doucement « Notre secrétaire est un homme très précis. » « Oui. Les hommes précis font rarement des erreurs à temps. » Hastings fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Poirot tapota légèrement la table du doigt. Il dit qu'il était parti pendant 2 minutes. Cela me semble raisonnable. Peut-être. Le regard de Poirot se porta sur le jardin brumeux, mais quand un homme meurt à minuit, il fit une pause. 2 minutes peuvent devenir très intéressantes. Hastings le fixa du regard. Vous pensez que Dubois aurait pu... Poirot leva doucement la main. Pas encore, mon ami. Il a remis sa veste en place. Pour l'instant, nous devons continuer. Avec qui? Poirot esquissa un léger sourire. Ensuite, dit-il, nous parlerons au médecin. Et quelque part dans le château, invisible aux yeux de tous, un autre secret attendait patiemment son heure pour être révélé. Chapitre 4. La certitude du médecin. Plus tard dans l'après-midi, le salon du château Vallière était baigné par la pâle lumière hivernale. La brume s'était dissipée, dévoilant le jardin paisible à l'extérieur, mais l'atmosphère à l'intérieur de la maison restait chargée de questions non dites. Hercule Poirot se tenait près de la cheminée, se réchauffant les mains avec une douce satisfaction, tandis que le capitaine Hastings arpentait lentement le tapis persan. « Je dois dire, » remarqua Hastings, « que ce secrétaire me paraît être un homme plutôt froid. » Poirot inclina légèrement la tête. « Froid peut-être, mais aussi maîtrisé. Vous pensez qu'il cache quelque chose ?» La moustache de Poirot tressaillit, signe de réflexion. « Mon cher Hastings, tout le monde dit qu'il y a quelque chose qui se cache dans cette maison. La question est seulement de savoir si leurs secrets sont liés à la mort de monsieur Vallière. » Avant que Hastings puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le docteur Armand Lefebvre entra dans la pièce. Il avait cette allure légèrement distraite propre à beaucoup de médecins. Son visage étroit paraissait fatigué, et il ajusta nerveusement ses lunettes en s'approchant. « Monsieur Poirot » dit-il poliment. Poirot s'inclina. « Docteur Lefebvre, merci de m'avoir accordé un instant. » « Bien sûr. » Le médecin s'assit, bien que sa posture trahisse son impatience. « Je crois comprendre que mademoiselle Durand a demandé votre présence. » Elle l'a fait. Le docteur Lefebvre soupira légèrement. « Je dois l'avouer, je trouve cela quelque peu superflu.
La mort de M. Vallière était tout à fait simple. Simple, répéta Hastings. Oui, répondit fermement le médecin. Un arrêt cardiaque soudain. Poirot croisa soigneusement les mains. Et vous êtes certain de ce diagnostic? Absolument. Vous avez examiné le corps? Immédiatement. Et n'a constaté aucune irrégularité? Le médecin fronça les sourcils. Tel que tout ce qui est incompatible avec des causes naturelles. Le docteur Lefebvre secoua la tête. Absolument rien. Poirot hocha lentement la tête. Je vois. Le médecin se redressa légèrement sur sa chaise. Si vous suggérez un empoisonnement ou un acte criminel, monsieur Poirot, je vous assure qu'il n'existe aucune preuve de ce genre. Les preuves, répéta doucement Poirot, sont parfois une chose curieuse. Hastings se pencha en avant. Mais un poison laisserait sûrement des traces. Pas toujours, répondit Poirot d'une voix calme. Le docteur Lefebvre semblait légèrement irrité. Vous êtes détective, monsieur Poirot. Je suis médecin. Je crois bien connaître le corps humain. Poirot inclina poliment la tête. Indubitablement. Un moment de silence s'ensuivit. Poirot demanda alors « Docteur, depuis combien de temps connaissez-vous monsieur Vallière ?»« Près de 20 ans. »« Vous étiez donc au courant de son état de santé ?»« Très. Souffrait-il d'une maladie cardiaque ?» Le docteur Lefebvre hésita. « Pas précisément. »« Pas précisément ?» répéta Poirot. « Il avait de légers problèmes circulatoires. Rien de grave. » Hastings fronça les sourcils. « Et vous dites qu'il est mort d'une insuffisance cardiaque ?»« Oui. Plutôt soudainement. Ce genre de choses arrive. » Poirot étudia attentivement le médecin. « Dites monsieur Vallière, take médication ?»« Oui. Quel genre ?»« Un stimulant cardiaque léger. Et il le prenait régulièrement ?»« Oui. » Poirot traversa lentement la pièce. « Docteur, puis-je vous poser une question sur le moment de son décès ?»« Certainement. » « Vous étiez assise près de lui à la bibliothèque ?»« Oui. » « Quand il s'est effondré, quelle a été votre première réaction ?» Le docteur Lefebvre réfléchit un instant. Sa respiration s'est arrêtée presque immédiatement. Et son expression? Le médecin hésita de nouveau. Douloureux. Ah? Poirot s'arrêta près de la fenêtre. A-t-il prononcé quelques mots? Non. Aucun avertissement? Aucun. Poirot se retourna vers lui. Et pourtant, dit-il doucement, un instant avant de s'effondrer, M. Vallière semblait en parfaite santé. Oui. Rire, converser. C'est exact. Poirot hocha lentement la tête. Et sa montre? Docteur Lefebvre blinked. Pardon? La montre à son poignet? Oh oui. Cela s'est arrêté à minuit. Le médecin haussa légèrement les épaules. Une panne mécanique, j'imagine. Poirot s'approcha. Vous avez examiné la montre? Non. Mais vous avez remarqué que cela s'était arrêté? Oui. À minuit précis. C'est ce qu'on nous a dit. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. Qui te l'a dit? Docteur Lefebvre posed. Je crois que mademoiselle Durand l'a mentionné. Ah. Poirot retourna vers la cheminée. Docteur, considérez-vous la mort de monsieur Vallière comme inhabituelle? Pas particulièrement. Même si cela s'est produit au moment précis où minuit a sonné, le médecin ajusta de nouveau ses lunettes. Ce n'est qu'une coïncidence. Poirot esquissa un léger sourire. Les coïncidences, docteur, sont des choses fascinantes. Comment ça? Elles se produisent le plus souvent lorsqu'elles sont organisées par quelqu'un. Le visage du docteur Lefebvre se figea. Vous n'insinuez tout de même pas... Je n'insinue rien, dit Poirot d'une voix douce. Il fit une pause. Puis il a posé une dernière question. When monsieur Vallière collapsed? Oui? Quelqu'un l'a-t-il touché avant que vous ne l'atteigniez? Le médecin fronça les sourcils. Je ne le crois pas. Vous en êtes certain?
Assez. Poirot hocha la tête, pensif. Merci, docteur. Vous avez été très instructif. Docteur Lefebvre Stoud. J'espère que vous n'inquiéterez pas inutilement la famille. Poirot sourit poliment. Mon seul désir, docteur, c'est la vérité. Le médecin a quitté la pièce. Hastings resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il prit la parole. Bien. Poirot resta silencieux. Il se dirigea lentement vers la petite table située à côté du canapé, où Madeleine avait auparavant déposé la boîte en velours contenant la montre ancienne. Il l'ouvrit de nouveau. La montre restait immobile. Ses aiguilles délicates pointaient encore vers minuit. Ça ne fait plus tic-tac. Hastings traversa la pièce. Pensez-vous que le médecin se trompe ? Poirot referma soigneusement la montre. Mon cher Hastings, dit-il doucement, les médecins se trompent rarement sur la mort. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse ? Le regard de Poirot se porta sur la porte de la bibliothèque. Le médecin en est absolument certain. Cela semble naturel. Oui. La voix de Poirot baissa légèrement. Mais la certitude peut parfois être prématurée. Hastings semblait perplexe. Pourquoi ? Poirot remit la montre dans la boîte. Parce que, dit-il doucement, quelqu'un dans cette maison savait exactement à quelle heure M. Vallière allait mourir. Hastings fixa du regard. Tu veux dire ? L'expression de Poirot devint pensive. Pour l'instant, nous devons poser une autre question. De qui ? Poirot ajusta soigneusement sa cravate. Le charmant monsieur Lucien Moreau. Il esquissa un léger sourire. Et le charme, Hastings, cache souvent les motivations les plus intéressantes. Chapitre 5. L'héritier charmant. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner derrière les grands châtaigniers lorsque Hercule Poirot et le capitaine Hastings trouvèrent Lucien Moreau dans la véranda du château. La pièce était baignée de lumière grâce à ses parois vitrées et ornée de grands palmiers en pot. Une douce lumière dorée filtrait à travers les vitres, projetant de longues ombres sur le carrelage. Une petite table se trouvait près du centre, où Lucien, confortablement installé dans un fauteuil en osier, une cigarette à la main, était allongé. Il leva les yeux lorsque les deux hommes entrèrent. « Ah, le fameux monsieur Poirot, » dit Lucien avec un sourire en coin. « Je me demandais quand mon tour viendrait. » Poirot s'inclina légèrement. « Monsieur Moreau, merci de nous recevoir. » Lucien désigna d'un geste désinvolte les chaises en face de lui. « Je vous en prie. Les interrogatoires sont toujours plus agréables dans un environnement confortable. » Hastings s'assit, tandis que Poirot resta debout un instant, observant le jeune homme. Lucien Moreau avait peut-être une trentaine d'années. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec une élégance nonchalante, et son beau visage affichait la confiance décontractée de quelqu'un habitué à l'admiration. Pourtant, il y avait chez lui quelque chose d'agité. Ses doigts tapotaient à peu que légèrement l'accoudoir du fauteuil pendant qu'il parlait. « Alors, » dit Lucien en expirant de la fumée vers le plafond, « vous enquêtez sur la mort de mon pauvre oncle. » Poirot finit par s'asseoir. « Je ne fais que poser des questions. » Lucien sourit. « Bien sûr. » Poirot croisa soigneusement les mains. « You were fond of Monsieur Vallière ?» Lucien haussa légèrement les épaules. « Il faisait partie de la famille. » « Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Lucien rit doucement. « Vous êtes très direct, monsieur Poirot. » La vérité est généralement directe. Lucien a jeté des cendres dans un petit plateau en cristal. Mon oncle était un homme difficile, brillant, certes, mais difficile. De quelle manière ? Il aimait avoir le contrôle. Poirot inclina la tête. Et vous, non ? Lucien sourit de nouveau. J'apprécie la liberté. Hastings a légèrement bougé. Ton oncle te soutenait financièrement, n'est-ce pas ? Le sourire de Lucien s'estompa légèrement. Oui. Et vous comptiez hériter de sa fortune ? Lucien se pencha en arrière.
C'était l'hypothèse logique. Poirot l'examina attentivement. Mais vous n'en êtes plus certain. Lucien haussa un sourcil. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Poirot répondit calmement. Monsieur Dubois a évoqué des rumeurs concernant un Nouveau Testament. Pendant un instant, Lucien resta silencieux, puis il laissa échapper un petit rire sans joie. Ah, donc c'est la secrétaire qui parle. Un tout petit peu. Lucien écrasa sa cigarette. Oui, admit-il. Mon oncle menaçait de modifier son testament. Menacé, répéta Hastings. Oui. De quelle manière? Lucien se pencha légèrement en avant. Il pensait que je manquais de discipline. Et vous l'avez fait? Lucien esquissa un léger sourire. J'imagine que cela dépend de la définition que l'on donne à la discipline. Les yeux verts de Poirot restèrent de fixés sur lui. Quand votre oncle a-t-il parlé du testament pour la dernière fois? Environ une semaine avant sa mort. Et il comptait réduire votre héritage? C'est possible. Hastings fronça les sourcils. Voilà qui vous donne une motivation plutôt forte. Le regard de Lucien se tourna brièvement vers lui. Beaucoup de gens dans cette maison ont des motivations, capitaine. Poirot parla à voix basse. En effet. Lucien se leva et marcha lentement vers la paroi vitrée de la véranda. Le jardin extérieur commençait à s'assombrir. « Vous devez comprendre quelque chose, » dit Lucien après un moment. « Oui ? Mon oncle aimait manipuler les gens. » Manipuler ? Oui. Comment ? En suggérant des modifications à son testament chaque fois qu'il souhaitait s'assurer de l'obéissance de quelqu'un. Poirot hocha lentement la tête. Une technique utile. Lucien se retourna vers eux. C'est pourquoi je n'ai jamais pris ces menaces très au sérieux. Et pourtant, vous étiez présent la nuit de sa mort. Oui. Et assise en face de lui dans la bibliothèque. C'est exact. Poirot se pencha légèrement en avant. Dites-moi, monsieur Moreau, avez-vous remarqué sa montre ce soir-là? Lucien semblait perplexe. La montre? Oui. Le vieux modèle qu'il portait toujours. Lucien haussa les épaules. Je suppose que je l'ai vue. Tout le monde connaissait cette montre. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Lucien réfléchit un instant. Non. Rien du tout? Non. Poirot resta silencieux. Lucien l'observait attentivement. Cette montre semble vous intéresser beaucoup? Poirot esquissa un léger sourire. Cela m'intéresse parce que ça s'est arrêté. Oui, j'ai entendu. À minuit pile. Lucien haussa légèrement les épaules. Un timing parfait. En effet. La voix de Poirot s'adoucit. Et pourtant, monsieur Moreau, le théâtre exige souvent une préparation minutieuse. L'expression de Lucien changea légèrement. Que suggérez-vous? Seul minuit peut être un moment très opportun. Hastings se pencha en avant. Où étiez-vous lorsque M. Vallière s'est effondré? Lucien répondit immédiatement. Toujours à la bibliothèque. Vous n'avez jamais quitté la pièce? Non. Pas même un instant? Lucien secoua la tête. Non. Poirot l'observa pendant plusieurs secondes. Avez-vous remarqué le départ de M. Dubois? Oui. Quand? Juste avant minuit. A-t-il dit où il allait? Non. Le ton de Lucien devint pensif. Mais je me souviens de quelque chose de curieux. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. Oh? Oui? Que c'était quoi? Lucien retourna lentement vers la table. L'horloge venait de sonner minuit. Oui? Mon oncle a regardé sa montre. Et? Lucien fronça légèrement les sourcils comme s'il essayait de se souvenir. Cela semblait le surprendre. Le surprendre? Oui. Comment? Mince, il le fixait du regard, comme si quelque chose n'allait pas. La moustache de Poirot tressaillit presque imperceptiblement. Et puis? Puis il s'est effondré. Le silence régnait dans la véranda. Finalement, Poirot se leva.
Merci, monsieur Moreau. Vous m'avez été d'une grande aide. Lucien esquissa un léger sourire. Ai-je? Poirot inclina la tête. Plus que vous ne le pensez? Alors qu'il quittait la véranda, Hastings prit la parole rapidement. C'est très intéressant, ce qu'il a dit à propos de la montre. Oui? Vous pensez que Vallière a remarqué quelque chose d'anormal? Poirot descendit lentement le couloir. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un y a trafiqué. Poirot s'arrêta. Il jeta un coup d'œil vers le jardin qui s'assombrissait par la fenêtre. « Mon cher Hastings, dit-il doucement, nous commençons à aborder le cœur du problème. Vous voulez dire la montre ?» Les yeux de Poirot brillaient faiblement. Non, il ajusta soigneusement ses menottes. Le moment. Hastings semblait perplexe. À quel moment? Poirot sourit doucement. Le moment où quelqu'un a décidé que minuit serait le moment idéal pour qu'un homme meure. Et quelque part dans le château silencieux, une autre pièce du puzzle attendait patiemment d'être découverte. Chapitre 6. La dame en noir, le soir, tomba paisiblement sur le château Vallière. Des lampes étaient allumées dans toute la maison, projetant de doux rayons dorés sur les longs couloirs et les hauts plafonds. Dehors, le vent s'était levé, agitant les branches des châtaigniers et faisant glisser lentement leur ombre sur les fenêtres. Le capitaine Hastings suivit Hercule Poirot à travers l'un de ces couloirs jusqu'au petit salon situé au bout de l'aile ouest. « Vous semblez plutôt pensif ce soir », remarqua Hastings. Poirot ajusta sa cravate avec une précision délicate. « Réfléchi, oui, mais aussi intrigué. Par la montre, par de nombreuses choses. » Avant qu'Hastings ne puisse poser d'autres questions, Poirot frappa doucement à la porte. Une voix calme répondit « Entrez, je vous prie. » Ils entrèrent pour trouver Madame Colette Girard-d'Assis près de la cheminée. Elle portait sa robe noire habituelle qui mettait en valeur son élégance et son teint pâle. La lueur du feu se reflétait doucement dans ses cheveux noirs, lui donnant une allure sereine, presque théâtrale. Elle les salua d'un léger sourire. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings. » Poirot s'inclina. « Madame Girard, merci d'avoir accepté de nous parler. »« Bien sûr, » dit-elle d'un ton suave. « Mais je soupçonne que vous savez déjà tout ce que vous souhaitez savoir. » La moustache de Poirot tressaillit légèrement. « Au contraire, madame, j'en sais très peu. » Elle désigna 2 chaises du doigt. « Alors peut-être puis-je vous éclairer ?» Ils étaient assis. Pendant un instant, le seul bruit fut le doux crépitement du feu. Poirot parla doucement. « Vous étiez un ami proche de monsieur Vallière. » Madame Girard inclina légèrement la tête. « Un ami, oui. Juste un ami ?» Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Vous autres, les détectives, vous posez toujours des questions si délicates ?» Poirot sourit poliment. « La vérité, madame, offense rarement ceux qui la possèdent. » Elle le considéra un instant. « Étienne Vallière était un homme solitaire, dit-elle enfin. Nous nous sommes tenus compagnie. Aviez-vous l'intention de l'épouser ? » La question restait en suspens. Madame Girard ne parut pas surprise. Peut-être. Avait-il l'intention de poser la question ? Je le crois. Hastings jeta un rapide coup d'œil à Poirot. Cela aurait certainement une incidence sur l'héritage, a déclaré Hastings. Madame Girard laissa échapper un petit rire. Vous autres Anglais êtes très directs, capitaine. Pardonne-moi. Elle se retourna vers Poirot. Oui, si nous nous étions mariés, son patrimoine aurait naturellement changé. Poirot hocha lentement la tête. Et cela n'a peut-être pas plu à certains membres de la famille. En effet. Monsieur Moreau en particulier. Le sourire de Madame Girard s'accentua légèrement. Lucien a toujours eu beaucoup d'espoir concernant l'argent de son oncle. Poirot se pencha légèrement en avant. « Madame, puis-je vous interroger sur la soirée du décès de monsieur Vallière ? » « Bien sûr. »
Vous étiez assis à côté du docteur Lefebvre dans la bibliothèque. Oui. Quelle était l'ambiance générale dans la pièce? Agréable? Calme. Un monsieur Vallière himself? De bonne humeur. Poirot étudia attentivement son visage. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant qu'il ne s'effondre? Elle hésita un bref instant. Puis elle dit lentement. Oui. Hastings se pencha en avant. Qu'est-ce que c'était? Madame Girard regarda pensivement le feu. Étienne a semblé distrait un instant. Distrait? Oui. De quelle manière? Il ne cessait de jeter des coups d'œil à sa montre. Le regard de Poirot s'aiguisa. Plusieurs fois. Oui. A-t-il dit quelque chose? Non. Mais il semblait inquiet. Peut-être perplexe. Poirot échangea un bref regard avec Hastings. Puis il demanda doucement « Est-ce que quelqu'un lui a parlé pendant ces moments-là » Madame Girard réfléchit attentivement. « Oui. OMS, Henri Dubois. La secrétaire? Oui. Qu'a-t-il dit? Je n'entendais pas bien. Il y avait quelque chose à propos d'un document qui nécessitait mon attention. Et Dubois a ensuite quitté la pièce? Oui. Poirot acquiesça. Et peu après, M. Vallière s'est effondré. Exactement. Un court silence suivit. La voix de Poirot s'adoucit légèrement. Madame, puis-je vous poser une question plus délicate? Elle esquissa un léger sourire. Vous pouvez essayer. Monsieur Vallière a-t-il jamais évoqué la possibilité de modifier son testament en votre faveur? Elle n'a pas répondu immédiatement. Finalement, elle a dit « oui ». Quand? Il y a environ 2 semaines. Qu'a-t-il dit exactement? Il m'a dit qu'il comptait faire en sorte que je sois toujours à l'aise. Confortable, répéta Poirot. Oui. Hastings a légèrement bougé. Cela aurait pu vous rendre très riche. Madame Girard tourna vers lui son regard calme. Capitaine Hastings, la richesse n'a jamais été ma principale préoccupation. Poirot l'observa attentivement. Et pourtant, vous êtes resté très proche de Monsieur Vallière. Oui. Poirot se leva lentement. Merci, madame, vous m'avez été d'une grande aide. Elle l'observait attentivement. Ai-je? Poirot inclina la tête. Beaucoup. Alors qu'il quittait la pièce et descendait le couloir faiblement éclairé, Hastings parla à voix basse. Eh bien, cela complique les choses. Poirot acquiesça. Oui. Nous avons maintenant 3 motivations solides. En effet, Lucien veut l'héritage. Oui. Madame Girard pourrait l'obtenir par le mariage. Tout à fait. Et Dubois pourrait en tirer profit si le testament était modifié. Poirot s'arrêta de marcher. C'est possible. Hastings fronça les sourcils. Mais vous semblez toujours plus intéressé par la montre. Poirot esquissa un léger sourire. Mon cher Hastings, une montre qui s'arrête à minuit n'est pas simplement intéressante. Pourquoi pas? Poirot regarda vers la porte de la bibliothèque au loin. Parce que cela suggère quelque chose de très délibéré. Quoi? Poirot baissa légèrement la voix. L'organisation minutieuse du temps? Hastings fixa du regard. Vous voulez dire que quelqu'un a planifié le moment précis de la mort de Vallière? Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil au long couloir qui traversait le château silencieux. Puis il dit doucement « Peut-être ». Hastings attendit. L'expression de Poirot devint pensive. Mais il reste encore une personne que nous n'avons pas encore interrogée. OMS? Poirot ajusta soigneusement ses manchettes. Mademoiselle Madeleine Durand? Hastings haussa les sourcils. La nièce? Oui. Vous ne la soupçonnez tout de même pas? Les yeux de Poirot brillaient faiblement. Mon ami, en matière d'héritage, il fit une pause. La famille peut parfois être le mobile le plus dangereux de tous. Et quelque part dans le château, à leur insu, les derniers éléments du mystère commençaient lentement à s'assembler. Chapitre 7. Le silence de la nièce.
La nuit s'était rafraîchie, et dans le silence des longs couloirs du château Vallière, une atmosphère presque caverneuse régnait. La lumière des lampes vacillait doucement sur les parquets cirés, et le vent lointain murmurait faiblement à travers les hautes fenêtres. Hercule Poirot et le capitaine Hastings se dirigèrent vers le petit bureau donnant sur le jardin oriental. C'est là, comme Madeleine Durand l'avait expliqué plus tôt, qu'elle préférait passer ses soirées. Alors qu'ils approchaient parmés de la porte, Hastings parla à voix basse. « Je dois l'avouer, Poirot, j'ai du mal à imaginer la nièce impliquée dans quoi que ce soit de sinistre. » Poirot ajusta les poignets de sa veste impeccable. « Difficile, oui. Impossible, non. Mais c'est elle qui vous a invité ici. C'est cela, mon ami, dit Poirot d'une voix douce, parfois le détail le plus intéressant de tous. Poirot frappa doucement. « Entrez, » fit la voix de Madeleine. Ils entrèrent. Le bureau était plus petit que les autres pièces du château, mais aménagé avec goût. Des étagères à livres longeaient un mur et un bureau se trouvait près de la fenêtre. Une simple lampe diffusait une douce lumière dans la pièce. Madeleine Durand se leva de sa chaise à leur entrée. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings. » Poirot s'inclina poliment. « Mademoiselle, merci de nous recevoir à une heure aussi tardive. » « Bien sûr. » Elle désigna 2 chaises en face de son bureau. « J'imagine que vous avez encore des questions ?» Poirot s'assit soigneusement, les mains jointes devant lui. « Seulement quelques-uns. » Hastings prit l'autre chaise, la surveillant attentivement. Madeleine garda son calme, malgré une légère tension dans sa posture. Poirot commença doucement. « Mademoiselle, vous étiez très proche de votre oncle. » « Oui. » « Vous avez vécu ici, au château, pendant de nombreuses années, depuis le décès de mes parents. »« And Monsieur Vallière supported you ?»« Oui. »« Financièrement ?»« Oui. » Poirot hocha la tête, pensif. « Vous étiez également son plus proche parent. »« C'est exact. » Hastings a légèrement bougé. « Ce qui ferait de vous l'héritier principal. » Madeleine n'a pas bronché. « Oui. » Poirot étudia attentivement son visage. « Votre oncle vous a-t-il déjà parlé de modifier son testament ?» Elle hésita un instant. « Une fois. »« Quand ?»« Il y a environ 3 semaines. » « Et qu'a-t-il dit ?»« Qu'il envisageait plusieurs modifications. » Poirot inclina la tête. « A-t-il mentionné Madame Girard ?»« Oui. »« Et Monsieur Moreau ?»« Oui. »« Et toi ?» Madeleine soutint son regard calmement. Il n'a rien dit de précis. Poirot se pencha légèrement en arrière. « Et comment vous êtes-vous senti ?» C'était sa décision. Hastings parut légèrement surpris par son ton calme. Poirot poursuivit doucement. « Mademoiselle, pouvons-nous parler de la soirée du décès de votre oncle ?»« Bien sûr. »« Vous étiez assis près de la fenêtre de la bibliothèque ?»« Oui. » « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant qu'il ne s'effondre ?» Madeleine réfléchit un instant. « Oui. » « Qu'est-ce que c'était ?» Mon oncle semblait impatient. « Impatient. » « Oui. » « Avec qui ? » « Je ne suis pas sûr. » Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. « A-t-il parlé à quelqu'un ?»« Pas directement. » Mais il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Poirot hocha lentement la tête. « C'est ce qu'on m'a dit. » Hastings se pencha en avant. « A-t-il dit quelque chose à ce sujet ?» Madeleine fronça légèrement les sourcils. « Non. Mais cela semblait le déranger. »« Oui. » « Pourquoi ? » ?»« Je ne peux pas le dire. » Poirot se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Le jardin, éclairé par la lune, s'étendait au-delà de la vitre. Après un moment, il reprit la parole. « Mademoiselle, lorsque votre oncle s'est effondré, oui, vous avez été le premier à le remarquer. Je le crois. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai demandé à voir le docteur Lefebvre. Immédiatement. Oui. Et avant ce moment, Poirot se retourna vers elle. « Did anyone approach Monsieur Vallière ?» Madeleine hésita.
Je pense que oui. OMS, Lucien. Hastings cligna des yeux. Lucien Moreau? Oui. Qu'a-t-il fait? Demanda Hastings. Je crois qu'il a brièvement parlé à mon oncle. La voix de Poirot resta calme. À propos de quoi? Je n'ai pas bien entendu. L'a-t-il touché? Je ne pense pas. Poirot l'examina attentivement. Vous n'en êtes pas certain? Non. Le silence régnait dans la pièce. Poirot retourna lentement à son fauteuil. Mademoiselle, puis-je vous poser une dernière question? Oui. Pourquoi m'avez-vous écrit? Madeleine le regarda fixement. Parce que quelque chose clochait cette nuit-là. De quelle manière? Elle hésita. La montre. La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Oui, mon oncle adorait cette montre. Et il le vérifiait tous les soirs. Bien sûr. Et pourtant, elle fit une pause. Ce soir-là, il semblait perplexe. Les yeux de Poirot brillaient faiblement. Confus? Oui, presque comme si elle s'est arrêtée. Comme si quoi? Madeleine parla doucement. Comme si elle affichait la mauvaise heure. Le silence se fit dans la pièce. Hastings fixa du regard. Le mauvais moment? Oui. Poirot se pencha légèrement en avant. Et vous en êtes mort équivalent de certains? Je le crois. Poirot hocha lentement la tête. Merci, mademoiselle. Il se leva. Vous avez été d'une grande aide. Alors qu'il pénétrait à nouveau dans le couloir, Hastings parla à voix basse avec excitation. C'est ça. Poirot lui jeta un coup d'œil. Qu'est-ce que... La montre. On a dû y trafiquer. Peut-être. Mais pourquoi? Poirot descendit lentement le couloir. Parce que, Hastings... Oui. Le temps peut être manipulé. Hastings fronça les sourcils. Vous voulez dire que la montre était mal réglée? C'est possible. Mais alors, pourquoi Vallière le regarderait-elle si souvent? Poirot s'arrêta de marcher. Ses yeux avaient acquis une lueur tranquille. Mon ami, dit-il doucement, nous savons maintenant quelque chose de très important. Quoi? Poirot esquissa un léger sourire. La montre ne s'est pas arrêtée à minuit. Hastings le fixa du regard. Que veux-tu dire? Poirot ajusta soigneusement sa veste. Cela n'a semblé s'arrêter qu'à minuit. Hastings ressentit un frisson soudain. Vous voulez dire l'heure du décès? Poirot leva doucement un doigt. Ah, pas encore. Mais vous savez qui a fait ça? Le sourire de Poirot s'accentua légèrement. Disons que les petites cellules grises sont plus que satisfaites. Hastings se pencha plus près. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Poirot se tourna vers le grand escalier. Maintenant, mon cher Hastings? Sa voix devint très calme. Nous réunissons tout le monde à la bibliothèque. Les yeux d'Hastings s'écarquillèrent. La réunion finale? Poirot acquiesça. Oui. Il jeta un bref coup d'œil vers les couloirs silencieux du château. Il est temps, dit-il doucement, de révéler la vérité sur la montre qui s'est arrêtée à minuit. Et quelque part, dans cette maison silencieuse, le meurtrier attendait sans le savoir le moment où il serait démasqué. Chapitre 8. La réunion à la bibliothèque. La bibliothèque du château Vallière était restée quasiment inchangée depuis la nuit du drame. Les hautes étagères se dressaient en rangées solennelles, le tapis persan était soigneusement disposé sur le sol et la cheminée de marbre diffusait une lueur constante dans la pièce. Mais l'atmosphère était complètement différente. Là où régnaient autrefois des conversations à voix basse et le doux tintement des verres, il y avait maintenant une tension palpable, épaisse et indéniable. Le capitaine Hastings se tenait près de la cheminée, observant l'entrée des derniers membres de la famille. Henri Dubois arriva le premier, l'air calme mais méfiant. Vint ensuite le docteur Armand Lefebvre, ajustant ses lunettes comme s'il ne savait pas pourquoi on l'avait convoqué. Lucien Moreau suivit,
arborant son air habituel de confiance décontractée, bien que son regard parcourût rapidement la pièce. Finalement, Madeleine Durand et Madame Colette Girard entrèrent ensemble. Lorsque tout le monde eut pris place, Hercule Poirot s'avança. Il se tenait près du fauteuil, même où Étienne Vallière était mort. Sa posture était calme, presque cérémoniale. « Mes amis, » commença doucement Poirot, « je dois vous remercier d'être réunis ici ce soir. » Lucien croisa les bras. « Je suppose que cela signifie que vous avez résolu le mystère. » Poirot esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas tout à fait un mystère, monsieur. C'est plutôt une question de compréhension. » Le docteur Lefebvre soupira d'impatience. « Avec tout mon respect, monsieur Poirot, monsieur Vallière est décédé d'une crise cardiaque. Je l'ai examiné moi-même. »« Oui, docteur, vous l'avez fait. » »« Alors, de quoi discutons-nous exactement ?» Poirot croisa les mains derrière son dos. « Nous discutons du temps. » Plusieurs regards perplexes furent échangés. Plus précisément, poursuivit Poirot, minuit. Hastings observait attentivement la pièce. Lucien haussa un sourcil. « Vous voulez dire la montre ?»« Oui. » Poirot souleva la boîte en velours posée sur la table voisine. À l'intérieur se trouvait la montre ancienne en or. Il l'ouvrit lentement pour que tout le monde puisse voir. « La montre de monsieur Vallière, » dit-il doucement. « Un trésor de famille depuis plus de 60 ans. » Madeleine hocha légèrement la tête. Mon oncle y tenait beaucoup. En effet. Poirot referma la montre. Et pourtant, la nuit de sa mort, cette montre s'est arrêtée. Le docteur Lefebvre haussa les épaules. Panne mécanique. Peut-être. Poirot traversa lentement le tapis. Mais la montre ne s'est pas simplement arrêtée. Il se tourna vers eux. Cela s'est arrêté à minuit. Lucien laissa échapper un petit rire. Oui, nous connaissons tous cette partie. Vraiment ? Le silence se fit dans la pièce. Poirot poursuivit. Voyez-vous, tout le monde dans cette pièce a accepté une hypothèse très commode. Quelle supposition ? Demanda Dubois. That Monsieur Vallière died at midnight. Le docteur Lefebvre fronça les sourcils. L'horloge sonna minuit, juste au moment où il s'est effondré. Oui. Les yeux de Poirot brillaient. Mais l'horloge n'est pas la même chose que la montre. Hastings se pencha en avant. Je le savais. Poirot leva doucement un doigt. Patience, mon ami. Il se tourna de nouveau vers le groupe. Mademoiselle Durand m'a dit quelque chose de très intéressant. Madeleine le regarda calmement. Que son oncle semblait perplexe face à sa montre peu avant sa mort. Lucien fronça les sourcils. Confus ? Oui. Poirot acquiesça. Ce qui soulève une question très importante. Quelle question ? Demanda doucement Madame Girard. Pourquoi un homme qui possède une montre depuis 60 ans serait-il soudainement déconcerté par elle ? Personne n'a répondu. Poirot continua lentement. À moins que la montre n'ait été modifiée. Hastings a remarqué plusieurs expressions de surprise. Dubois parla sèchement. Modifiée comment ? Poirot rouvrit la montre. Les mains étaient tendues vers l'avant. Docteur Lefebvre blinked. Tu veux dire ? Oui. Poirot referma doucement la montre. À environ 5 minutes près. Un silence complet s'installa dans la pièce. Lucien prit la parole en premier. 5 minutes ? Oui. Mais pourquoi ? La voix de Poirot resta calme. Parce que quelqu'un voulait faire croire à monsieur Vallière qu'il était minuit, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Hastings fixa du regard. Il est donc décédé plus tôt ? Oui. À 11h55. Le docteur Lefebvre secoua lentement la tête. C'est impossible. Il était minuit quand il s'est effondré. Précisément. Poirot esquissa un léger sourire. L'horloge était à l'heure. Lucien fronça les sourcils. Alors pourquoi changer de montre ? Poirot jeta un coup d'œil autour de la pièce, parce que quelqu'un avait besoin que monsieur Vallière regarde sa montre.
et croit que quelque chose n'allait pas. Madeleine parla doucement. « Vous voulez dire que le meurtrier voulait le distraire ?»« Oui. » Poirot hocha la tête en signe d'approbation. Un moment de confusion. Un moment de vulnérabilité. Le cœur d'Hastings s'est mis à battre la chamade. Mais comment a-t-il été tué? Poirot s'approcha lentement du fauteuil. Lorsque M. Vallière leva son verre de cognac, « Oui ?» demanda Hastings. Il a également reçu autre chose. La tension dans la pièce s'est instantanément exacerbée. La voix de Lucien baissa. « Poison ?» Poirot inclina légèrement la tête. « Une très subtile. » Le visage du docteur Lefebvre avait pâli. « C'est impossible. Je n'ai trouvé aucun signe. » Parce qu'elle a été administrée à une dose extrêmement faible, dit Poirot d'une voix douce. Il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. Et il n'a fallu que quelques secondes pour agir. Hastings avala. Le meurtrier était donc juste ici? Oui, la voix de Poirot s'est faite plus faible. Et la montre modifiée? Il le souleva une fois de plus. Était la clé de tout. La pièce resta figée dans un silence pesant. Finalement, Lucien prit la parole. Alors, lequel de nous l'a fait? Poirot examina chaque visage tour à tour. Henri Dubois, docteur Lefebvre, Lucien Moreau, Madame Girard, Madeleine Durand, puis il remit la montre dans son écrin de velours. Voilà, dit-il doucement, ce que nous allons maintenant découvrir. Et dans le silence tendu de la bibliothèque, chaque suspect attendait la vérité finale qui allait bientôt éclater. Chapitre 9. La vérité de minuit. Pendant plusieurs instants, après les derniers mots de Poirot, la bibliothèque resta plongée dans un silence absolu. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée de marbre, mais personne ne bougeait. La tension dans la pièce était presque palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'eux. Le capitaine Hastings observait attentivement chaque visage. Henri Dubois se tenait immobile près de la bibliothèque, le visage impassible mais pâle. Le docteur Lefebvre semblait préoccupé, ajustant sans cesse ses lunettes. Lucien Moreau s'appuya contre la cheminée, les bras croisés, bien que l'assurance décontractée qu'il affichait habituellement commençait à s'estomper. Madame Girard resta impassible, les yeux sombres pensifs. Et Madeleine Durand se tenait tranquillement près de la fenêtre, les mains jointes. Hercule Poirot s'avança. « Mes amis, dit-il doucement, nous avons maintenant établi 3 faits importants. Personne n'a interrompu. Premièrement, poursuivit Poirot, Monsieur Vallière n'est pas mort exactement à minuit. Il leva un doigt. Il est décédé environ 5 minutes plus tôt. Un deuxième doigt se leva. Deuxièmement, la montre a été délibérément modifiée pour le tromper sur l'heure. Et enfin, troisièmement, sa mort n'était pas naturelle. Le docteur Lefebvre avala. Vous pensez qu'il a été empoisonné? Oui. Mais par qui? Demanda Lucien. Poirot se retourna lentement. Cette question, dit-il calmement, nous oblige à examiner les motivations et les opportunités. Il commença à marcher lentement sur le tapis persan. Monsieur Vallière était un homme riche. Sa fortune a naturellement suscité l'intérêt. Lucien esquissa un sourire faible et amer. C'est un euphémisme? En effet, Poirot poursuivit. Monsieur Moreau s'attendait à hériter d'une grande partie du domaine. Lucien haussa les épaules. C'est vrai. Mais vous pensiez aussi que votre oncle menaçait fréquemment de modifier son testament. Oui. Ce qui signifie que le tuer subitement pourrait en réalité être risqué pour vous. Lucien fronça les sourcils. Comment ça? Car si le testament avait déjà été modifié, vous pourriez ne rien hériter. Lucien hocha lentement la tête. C'est juste. Poirot se tourna vers Madame Girard. Madame, vous étiez très proche de Monsieur Vallière. Oui. Vous auriez même pu l'épouser. C'est possible. Mais le mariage aurait assuré votre position bien plus confortablement que sa mort subite.
Madame Girard inclina la tête. C'est également vrai. Poirot se tourna ensuite vers le docteur Lefebvre. Docteur, vous aviez accès aux médicaments. Le docteur Lefebvre se raidit. Oui, mais vous n'aviez rien à gagner de la mort de monsieur Vallière? Le médecin expira lentement. Précisément. Poirot se retrouvait maintenant face à Henri Dubois. La secrétaire. Dubois resta immobile. Vous avez quitté la pièce peu avant minuit? Poursuivit Poirot. Oui. Un moment très suspect. Dubois répondit calmement. Je récupérais un document. Oui. Poirot fit une pause. Mais la vraie question n'est pas de savoir qui a quitté la pièce. Il se retourna lentement. C'est lui qui a approché M. Vallière pendant que tout le monde était distrait. Hastings ressentit soudain un frisson. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Puis la situation s'était stabilisée. À propos de Madeleine Durand. Hastings cligna des yeux, incrédule. Madeleine ne bougea pas. Lucien se redressa. « Vous ne voulez tout de même pas dire... » Poirot leva doucement la main. « Mademoiselle Durand m'a invité ici, » dit-il doucement. Ce qui, au premier abord, paraissait très innocent. La voix de Madeleine était restée calme. Parce que je soupçonnais un acte criminel. Oui, Poirot acquiesça. Et c'est précisément pour cela que cela m'a intéressé. La pièce devint très silencieuse. Voyez-vous, poursuivit Poirot, c'est mademoiselle Durand qui a attiré l'attention la première sur la montre. Les mains de Madeleine se crispèrent légèrement. Et pourtant, Poirot s'approcha. Elle m'a aussi donné le détail le plus révélateur. Quel détail? Murmura Hastings. Monsieur Vallière semblait perplexe face à sa montre. Les yeux de Madeleine ont brièvement vacillé. La voix de Poirot s'est faite plus faible. Un détail astucieux. Lucien fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Parce que cela laissait supposer que la montre avait été modifiée. Et c'était le cas, dit Lucien. Oui. Poirot acquiesça. Mais cette modification a quelque chose d'intéressant. Il brandit à nouveau la montre. Pour faire avancer les aiguilles de 5 minutes, il faut manipuler la montre. Dubois prit soudainement la parole. N'importe qui aurait pu le faire plus tôt. Oui, acquiesça Poirot. Plus tôt. Il regarda Madeleine. Mais mademoiselle Durand était la seule personne assise suffisamment près de monsieur Vallière pour pouvoir le régler sans qu'on s'en aperçoive. Madeleine n'a rien dit. Poirot poursuivit calmement. Et il y a autre chose. Hastings retint son souffle. Lorsque monsieur Vallière leva son verre, « Oui ?» demanda Lucien. Quelqu'un à côté de lui aurait facilement pu introduire une petite quantité de poison. Le docteur Lefebvre murmura. « Mon Dieu !» Poirot hocha doucement la tête. Mademoiselle Durand était assise à un pas seulement. Lucien la fixa du regard. « Madeleine ?» Elle resta parfaitement immobile. Poirot parla doucement. « Mademoiselle, votre oncle avait l'intention de modifier son testament. » La voix de Madeleine parvint doucement. « Oui. D'une manière qui réduirait votre héritage. » « Oui. Il avait l'intention de favoriser Madame Girard et peut-être Monsieur Moreau. » Madeleine a fini par perdre son sang-froid. « Vous ne comprenez pas. » L'expression de Poirot s'adoucit. « Au contraire, mademoiselle, je comprends très bien. » Sa voix tremblait maintenant. « J'ai passé toute ma vie ici. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Mon oncle m'a promis que cette maison serait toujours ma maison. » Elle jeta un coup d'œil autour de la bibliothèque. Mais il a ensuite décidé de le donner. Lucien la fixa du regard. « Vous l'avez empoisonné ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Je voulais seulement lui faire peur, le faire réfléchir. Poirot secoua doucement la tête. Mais le poison a agi trop vite. Oui. Elle se couvrit brièvement le visage. Et quand il s'est effondré, vous avez compris ce qui s'était passé. Oui.
Et vous avez donc modifié la montre? Pour que ça ait l'air spectaculaire, murmura-t-elle. Minuit. Oui. La pièce resta silencieuse. Finalement, Poirot referma soigneusement la montre et la remit dans son écrin de velours. « Ce n'est pas la montre qui a tué Monsieur Vallière, » dit-il doucement. Il regarda Madeleine. Mais cela a révélé la vérité. Hastings expira lentement. Dehors, le vent agita de nouveau les châtaigniers. Poirot ajusta sa moustache avec une dignité tranquille. « Mes amis, dit-il doucement, c'est pourquoi nous devons toujours faire confiance à nos petites cellules grises. » Il jeta un dernier coup d'œil à sa montre. Car même le temps lui-même, il fit une pause. On ne peut pas cacher un mensonge éternellement. Et ainsi fut enfin révélé le secret de la montre qui s'arrêtait à minuit.